pénal et tout ce qui est protection des données à caractère personnel depuis, on va dire, à peu près une dizaine d'années. J'interviens au cabinet groupe DPSE en tant que responsable cybersécurité du pôle cybersécurité. On traite des questions d'accompagnement de mise en conformité des données à caractère personnel des entreprises avec les lois nationales. Et on va dire que localement, on a des problématiques sur justement comment sécuriser nos données, comment traiter le transfert des informations de sorte à ce que les personnes qui nous confient leurs informations aient la certitude que ces informations-là ne vont pas en griffe fuiter. Alors, ceci dit, quand on parle du cadre, vous parlez du cadre des données d'une manière générale, déjà, on va commencer par définir c'est quoi une donnée. Une donnée, c'est une information. Maintenant, quand on parle de données à caractère personnel, forcément, ce sont des données qui vont permettre, ce sont des informations qui vont permettre d'identifier une personne directement ou indirectement. Si je vous donne l'exemple du nom allié à ma taille, je suis seulement moi qui m'appelle Tanobian à mon cas Janine Armel. Je mesure 1,64 m. Quand vous accouplez les deux, vous ne pouvez pas trouver une autre personne, en tout cas sur l'espace terrestre, qui porte ce nom et qui puisse être identifiée avec ces informations-là. Si par exemple je vous donne ma localisation là où j'habite, par exemple, disons en ce moment je suis en France, donc j'habite au 19 rue Tartampion dans la ville de Fontenay, par exemple. Ça, c'est une donnée de géolocalisation. Par exemple, pour commander mes taxis, je vais écrire dans mon répertoire maison. Si je mets maison, maison va me ramener sur ces informations de géolocalisation là et c'est cette géolocalisation qui va me ramener maintenant sur mon nom. Là, on a une donnée qui est indirecte et qui permet de rencontrer, de retrouver la personne de Madame Tanobian. Donc là, c'est deux cas que je vous ai donnés pour dire que dans les données à caractère personnel, on a non seulement les données qui sont directes, mais aussi les données qui sont indirectes. Maintenant, on va monter à un niveau supérieur pour parler des données qui sont sensibles, des données qui vont concerner ma personne, des données qui vont concerner ma santé, des données qui vont concerner mon opinion, tout ce qui est en lien en général avec la politique, la race, les religions, vous voyez que tout de suite, on va quitter le domaine de données à caractère personnel pour aller sur un domaine où ma pensée va intervenir. Donc, quand on parle du transfert des données sensibles, c'est des données qui peuvent emmener, en tout cas, des difficultés qui sont à un niveau supérieur par rapport à ma vie privée uniquement. C'est-à-dire, ça rentre dans ma vie privée, mais ça rentre aussi dans mes perceptions, ça rentre dans mes convictions politiques, ça rentre dans la manière de me considérer en tant qu'être humain. Et ces données-là sont sensibles parce que justement, leur échange va être encadré d'une manière particulière par rapport, on va dire, aux données de localisation ou bien aux données même techniques ou bien aux informations qui sont relatives à une entreprise. Et quand on parle d'enjeux qui sont liés à la souveraineté, aujourd'hui, on parle d'IA. Aujourd'hui, on parle d'infrastructures. Si on se place du côté de l'Afrique, on se rend compte qu'on est tous, en tant qu'État africain, en train de chercher à avoir des données en local, en train d'héberger des données en local. Comment est-ce qu'on arrive à héberger des données en local si on n'a pas d'infrastructure? On est dans ce processus de construction-là. Mais on est aussi dans le processus de construction de nos normes. Nos règles, elles sont très jeunes. On va dire que quand on prend, par exemple, l'acte additionnel de la CD, qui est additionnel au traité de la CEDEAO, il est seulement de 2010. Et d'ailleurs, ce acte-là, il y a un projet de révision sur ce acte-là, dans la mesure où il y a certaines informations qu'on trouve qui ne sont pas suffisamment adaptées à notre concept. Alors, quand on parle de cadre juridique, on se rend compte qu'on a des lois. On a des lois. La loi du Sénégal est de 2008, mais elle a été révisée il n'y a pas très longtemps sur la protection des données données à caractère personnel. On a les lois qui sont relatives à la sécurité de l'information. On a les lois qui sont relatives à la protection des données à caractère personnel, de la cybercriminalité. Donc, toutes ces lois-là qui ont été organisés, on va dire, pour certains États avant même que les actes additionnels de la CEDEAO, avant même que le volet communautaire ne soit
mis en musique, on se rend compte que c'est quand même un domaine qui est transversal. C'est un domaine qui est transfrontière. On n'a pas d'autre choix que d'organiser les lois de manière communautaire. Vous voyez que on va vous parler de règlement. En Europe, par exemple, on parle du règlement de protection des données à caractère personnel, du règlement général. C'est par communauté. Pourquoi? Parce que toutes ces questions de transfert de données, d'échange de données, vont faire intervenir des États qui ne sont pas forcément des États qui sont membres de nos communautés. Si vous prenez la CEDEAO, vous allez avoir des États membres de la CEDEAO et des États non membres de la CEDEAO qui sont quand même partenaires commerciaux. Je me mets sur le volet commercial pour qu'on voit qu'il y a des échanges. Or, ces échanges vont être encadrés selon un certain nombre de règles. Et les règles qui vont permettre d'encadrer, c'est quoi? C'est que moi, je suis un État, je fournis des informations, je dois, dans certaines conditions, être capable de transférer ces informations, partager ces informations. Un exemple tout simple. On a, je prends l'espace CEDEAO qui a des échanges commerciaux avec, on va dire, l'Union européenne. Il y a des cadres qui encadrent, qui régissent ces échanges commerciaux-là. Dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir prendre des travailleurs dans l'espace CEDEAO et envoyer leurs informations à des personnes avec qui je travaille dans l'espace enfin, dans l'espace UE, dans l'Union européenne? Est-ce que j'ai le droit de transférer ces informations-là sans informer les personnes? Comment est-ce que je transfère les informations? Combien de temps je vais garder ces informations? Dans quelles conditions je vais conserver ces informations? Donc, vous voyez que ce sont des principes directeurs, en fait, qui vont venir réguler ce cadre-là. Donc, on va voir qu'il y a des obligations de sécurité, il y a des obligations de confidentialité, il y a des obligations de conservation de la donnée, il y a la durée de conservation de la donnée, il y a l'infrastructure qui reçoit la donnée. Est-ce que cette infrastructure est suffisamment sécurisée pour que moi, je puisse envoyer les informations de mes salariés, par exemple? Je peux avoir des salariés qui vont en expatriation pour un certain nombre de temps ou pour une mission. Est-ce que les informations que je vais transférer, elles sont sécurisées? Est-ce que je crypte les informations pour éviter que tout le monde mette la main dessus? Dans quelles conditions? Donc, vous voyez que ce sont des questions qui vont venir régler, qui vont venir être réglées dans les différents corpus de règles et qui vont être adressées de manière spécifique. Et cette manière d'adresser de manière spécifique là fait qu'on a des critères qui sont identifiés et qui sont répertoriés pour voir quel type de règles sont mises en place quand il s'agit de transférer des informations entre États CEDEAO ou bien à l'extérieur des États membres. Donc, vous voyez que ce sont des règles qui vont venir dire, bon, moi, je suis dans l'espace CEDEAO. Si je veux transférer telle information, voici la personne qui est identifiée comme le responsable du traitement. Le traitement, c'est quoi? C'est quand je prends les informations de la personne et que je vais faire rentrer dans mon système. J'utilise un langage terre à terre, mais on voit qu'il y a les questions de collecte de données, il y a les questions d'enregistrement de données, il y a les questions de protection des données telles qu'elles ont été reçues. C'est-à-dire, est-ce que quand je reçois une information, par exemple, je reçois des personnes dans un cadre, j'ai le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone. Est-ce que je vais utiliser l'intégralité de ces informations-là? Imaginez-vous que je suis une entreprise et j'ai besoin de faire du service après-vente. Les informations que j'ai collectées pour le service après-vente, je vais devoir faire des fiches de satisfaction. Dans la fiche de satisfaction, est-ce que je vais collecter des données qui sont suffisantes, précises pour orienter la satisfaction du client ou bien est-ce que je vais aller au-delà? Est-ce que je vais venir demander, par exemple, l'origine de la mer? Attention, vous allez demander l'origine de la mer. Est-ce que ça a un lien à voir avec la finalité pour laquelle vous avez collecté? Vous avez dit que vous faisiez un service après-vente. Donc, ce sont ces règles-là qui vont venir dans le cadre de données sensibles, venir être répertoriées pour qu'on puisse parler de cadre stratégique. Est-ce que, en étant un État membre, j'identifie le responsable de traitement? Pourquoi est-ce que j'identifie le responsable de traitement? Je vais l'identifier parce que s'il y a des fuites, je peux savoir qui est-ce que je vais poursuivre pénalement. Est-ce que c'est la personne qui a pris mes informations? Est-ce que c'est celui qui a permis le transfert des informations?
Est-ce que c'est celui qui s'est engagé à sécuriser mon information? D'où la question de la souveraineté numérique. On veut parler de souveraineté numérique, mais est-ce que on a le cadre approprié? Le cadre approprié, c'est quoi? C'est les règles qui vont permettre de dire, bon, les États de l'Union européenne ou bien les États de la CEDEAO, vous pouvez envoyer vos données en Côte d'Ivoire parce que le système est suffisamment sécurisé. Ça veut dire que si vous envoyez vos informations, à aucun moment, elles ne vont se retrouver sur la place publique. À aucun moment, ces informations qui sont censées être confidentielles ne vont dépasser le cadre dans lequel je vous les demande. À aucun moment, ces infractions-là seront dans d'autres mains ou dans des mains qui ne sont pas, en tout cas, celles à qui elles ont été destinées. Donc, quand on parle de cadre de coopération et de transfert de technologie, il y a ces enjeux d'encadrement au niveau des États africains. Et aujourd'hui, on va dire Dieu merci, la CEDEAO a un projet de mettre à jour justement ces textes-là pour toucher comment est-ce que ces données sont encadrées, comment est-ce que le transfert des données sensibles, est-ce que on va regarder le contexte dans lequel c'est transféré, est-ce que ces données aussi peuvent être produites en local, parce que on a aujourd'hui, on parle beaucoup d'africanisation des données, on parle d'infrastructures qui sont implantées. Bon, les infrastructures qui sont implantées dans la CEDEAO, est-ce que ce sont des entreprises africaines qui produisent ces données-là et qui les hébergent en Afrique, ou bien ce sont des données qui sont produites en Afrique mais qui sont hébergées ailleurs? Si elles sont hébergées ailleurs, il y a aussi ce cadre-là à avoir. Même si elles ne sont pas hébergées ailleurs, comment est-ce qu'on les transfère? Est-ce on a une règle spécifique? Est-ce qu'on a ce qu'on appelle les bonnes pratiques pour pouvoir transférer des informations? Est-ce qu'on est certain que, par exemple, les informations qu'on envoie, elles vont être scriptées? Ou bien, quel canal on va utiliser pour pouvoir transférer ces informations-là? Donc, ce sont toutes ces questions-là qui rentrent dans le cadre de la coopération internationale. C'est vrai que souvent, on nous dit oui, mais l'Afrique, on est en retard. On n'est pas en retard. Moi, je dis qu'on n'est pas en retard. Au contraire, comme je l'ai défendu dans ma thèse sur la répression de la cybercriminalité, c'était vrai que c'était au départ, mais on peut s'inspirer de ce qui n'a pas marché ailleurs pour adapter à notre contexte et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mieux faire. On dit oui, mais l'Afrique a la traîne. L'Afrique n'est pas à la traîne. On a découvert quand l'Internet. On l'a découvert après tout le monde. On a pris en marche. Et il se trouve que l'Afrique est aujourd'hui, on va dire, en griffe un peu vierge. Parce que c'est maintenant qu'on est en train de créer des contenus locaux. C'est maintenant qu'on est en train de bâtir nos data centers. C'est maintenant qu'on est en train de chercher à héberger les données en local. Pourquoi? Parce qu'on veut être souverain. La souveraineté numérique dont on parle, c'est, excusez-moi, la capacité à pouvoir contrôler les informations dans son espace, mais aussi au-delà. On va dire que, par exemple, l'Union européenne est souveraine quand elle décide de ne pas faire sortir ces informations, par exemple, en griffe aux États-Unis, ou qu'elle bloque, ou qu'elle décide de ne pas le faire parce qu'elle peut le faire à l'intérieur de son espace sans être embêtée. Est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui des États africains? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas un frein en soi. Pour moi, en tout cas, si on parle de souveraineté numérique et on tend vers la souveraineté numérique, puisqu'on est en train de construire notre souveraineté numérique, c'est pas un frein que de dire, ben, écoutez, voici les conditions dans lesquelles, à partir d'aujourd'hui, mais les informations qui viennent des États membres de la CEDEAO vont être transférées à l'Union européenne. Il faut un minimum de garantie que vous allez utiliser ces informations-là dans le cadre pour lesquels vous avez décidé de les utiliser et pas au-delà. Parce que souvent, on peut avoir au départ des prescriptions claires par rapport à ce pourquoi on prend les informations. Et après, la finalité est modifiée sous prétexte qu'il y a certaines considérations qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on a le pouvoir suffisant aujourd'hui pour dire, écoutez, ces informations-là, elles n'ont pas été transférées dans le cadre précis qui avait été identifié. Elles n'ont pas été transférées pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. On est en droit aussi de dire, on n'est pas d'accord, vous avez collecté les informations, par exemple, pour les personnes qui travaillent dans tel cadre, dans le cadre d'une mission bien spécifique,
Et là, vous faites transférer ces informations dans l'espace pour d'autres finalités. Ce n'est pas ce qui était prévu, alors on arrête tout de suite le contrat. C'est une transition pour dire que dans les contrats, par exemple, on a la possibilité de dire clairement, alors moi, je vous donne mes informations dans le cadre de ce contrat-là à des fins précises, pour une durée précise. Et si ça va au-delà, vous avez euh, porté atteinte à mon droit à la protection des données à caractère personnel. Vous avez porté atteinte au droit d'accès. Vous avez porté atteinte au droit d'opposition. Et ce qui est bien, c'est que dans la plupart des règles, il est prévu qu'on ait un accès, il est prévu qu'on puisse rectifier des données qu'on a communiquées. Il est prévu qu'on puisse s'opposer à ce que des données soient communiquées en delà du cadre pour lequel, encore heureux. Donc, est-ce que on est suffisamment outillé? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, au niveau des États africains, on est en train de s'outiller. Parce qu'au fur et à mesure qu'on pratique la protection des données à caractère personnel, on se rend compte qu'il y a des gaps. Il y a des moments où on n'est pas outillé, comme par exemple quand je prends les infrastructures qui sont relatives à tout ce qui est hébergement, c'est en cours. On va dire que c'est pas que c'est nouveau, mais on n'a pas encore installé suffisamment la confiance numérique au niveau de nos États. C'est maintenant seulement qu'on est en train de le faire. Et vu qu'on est en train de le faire, c'est une construction qui prend facilement du temps. Et si elle prend du temps, c'est parce qu'on n'a pas encore fini de remplir toutes les cases qui nous permettent de dire que, bon, nous, maintenant, on est souverain numériquement, alors on peut faire ce qu'on veut. Bon, en griffe, hein, quand je dis faire ce qu'on veut, on est libre de refuser d'envoyer ou bien de faire héberger des informations qui sont relatives, par exemple, à la politique, des informations qui sont relatives aux données raciales. On est libre de dire on ne veut pas partager des informations, on ne veut pas transférer ces informations-là parce qu'on estime que ce sont des données qui sont sensibles. Pardon. Alors, Merci. Je vous laisse désolé. terminer, je vous laisse terminer. Voilà, vous avez beaucoup D'accord, de minutes. Voilà. juste pour terminer, pour dire Merci. que s'agissant de la donnée sensible, on a encore des critères qui sont en ligne de compte qu'on doit prendre, on doit considérer. Et au niveau de la souveraineté, on n'a pas encore tous les outils, mais on y travaille. On ne va pas jeter la pierre aux Africains, on ne va pas jeter la pierre aux États qui sont en train de se construire. Mais aujourd'hui, on voit toutes les volontés qui sont mises en place pour se mettre à jour et pour être au pas. Voilà ce que je voulais dire en, en filigrane. Mais bien sûr, je reste ouverte pour les questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci, Isani, pour votre intervention très, très enrichissante et voilà, qui nous a permis donc d'apprendre beaucoup de choses. Et encore vraiment merci. Et vous avez parlé donc de la gouvernance. Donc, vous avez parlé en fait du cadre donc juridique et aussi donc de l'harmonisation. Donc, voilà, l'importance d'harmoniser donc nos lois en Afrique afin que ces lois puissent être donc en phase adéquate avec donc voilà ce que nous avons comme données et aussi les partenariats que nous nouons avec donc d'autres acteurs donc voilà qui sont hors de nos frontières. Et voilà. En fait, bon, j'avais une question, bon, c'est une petite contribution et souvent quand il y a des cyberattaques au niveau des organisations, que ce soit privées, donc voilà, télécom et autres, les gens ne sont pas obligés de communiquer. Alors qu'ailleurs, les organisations sont contraintes donc de communiquer en cas de violation donc voilà de système d'information ou bien en cas de cyberattaque, alors qu'en Afrique, la plupart du temps, dans nos pays, donc sont pas obligés de communiquer donc sur ces actions. Donc voilà. En tout cas, merci donc voilà pour votre intervention. Bon, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon donc voilà, je laisse la parole à Serge Zildas qui va aussi intervenir. Donc voilà, je vous laisse dire un petit mot. Alors, au niveau des cyberattaques sur lesquelles on ne communique pas suffisamment, je pense on doit lever ce verrou-là. Parce que justement, quand on ne communique pas, on organise le flou. Et organiser le flou, je pense que avec les sensibilisations aux organisations internationales, pour leur faire comprendre que elles ne peuvent pas entretenir le flou dans l'esprit. Quand on parle de confiance numérique, moi je vais vous faire confiance parce que je peux être transparent avec vous. Mais après, je pense qu'il y a des niveaux de communication qui doivent être mis en place
par rapport justement à ces cyberattaques-là pour ne pas laisser les usagers dans le flou. Mais je pense que ça aussi, c'est encore un autre point qui est en construction en s'inspirant des expériences ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Merci encore, Zanine, ma sœur. Et là, je vais donner la parole à Serge Zildas, Nana, lui qui va nous parler aussi des problématiques techniques liées à la protection des données donc sensibles. Et Serge, voilà, va aborder donc quelques questions. Donc, quelles sont les principales donc menaces techniques pesant sur les données sensibles, que ce soit cyberattaque, espionnage, fuite de données et autres? Et quels outils et méthodologies permettant de sécuriser efficacement donc, voilà, nos infrastructures donc, critiques, que ce soit nos ports, nos aéroports ou autres, et nos systèmes de télécommunication. Donc voilà, Serge, je vous laisse la parole. Ok, ben, merci Aidara pour la parole. Alors, il faut dire que déjà, je vais commencer à me présenter là. Voilà, je suis Serge Gildas Nana. Je suis un expert en cybersécurité, consultant cybersécurité chez Alitia, expert en sécurité de la gouvernance, donc de la sécurité des systèmes d'information, architecte sécurité, et voilà, et j'en passe. Alors, pour le webinaire de ce jour, alors j'avais préparé un document pour présenter parce que là, on va parler un peu de notions techniques là. Je sais pas si ce stade tu as reçu le partage. Est-ce qu'il est bon? Oui, j'ai accepté. Alors, un instant. Voilà, j'ai accepté. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, donc, comme je disais, moi, je vais parler un peu de mon sous-thème qui est la problématique technique liée à la protection donc, des données sensibles. Donc, chez nous, quand on dit données sensibles, c'est toute donnée dont la compromission ou bien dont, je vais dire, l'accès à la divulgation peut porter atteinte donc, à l'image donc, de l'institution, que ce soit l'Afrique même l'Afrique entière prise comme une institution, que ce soit les institutions en interne qui sont dans l'Afrique, que ce soit les entités, etc. Peu importe qui est le propriétaire de cette donnée-là, si la divulgation de la donnée peut porter atteinte donc à l'image de la structure, elle est une donnée sensible. Alors donc là, j'ai préparé un plan là qui va s'articuler sur 4 points. Le premier point, c'est donc, on va essayer de répondre à la question là, c'est une problématique. Quelles sont les principales menaces techniques pesant donc sur les données sensibles, les cyberattaques, les espionnages, les fuites de données, etc. Quel outil et méthodologie permettent de sécuriser efficacement les infrastructures critiques et les systèmes de gestion donc, de données stratégiques? Le troisième point, comment mettre en place des mécanismes de chiffrement, d'authentification robustes, etc. pour garantir la confidentialité des échanges. Le quatrième point, ça sera quelle technologie et bonne pratique pour renforcer donc la protection des données sensibles donc en Afrique. Donc voilà. Donc comme je disais plus ou moins, voilà. Donc il y a mon il y a mon accès LinkedIn qui est Win for Sure. Et à la fin de cette présentation également, le président et les ils vont partager cette présentation sur la plateforme du CAC, qui est le Cercle africain de cybersécurité. Donc, ça sera donc partagé et mis à la disposition donc, de ceux-là peut-être qui n'ont pas pu suivre ou de ceux-là qui voudraient donc entrer en possession de ce document. Voilà, bien sûr, toute diffusion ou exploitation à des fins financières, c'est sous copyright du CAC. Voilà. Alors, donc, le premier point, les menaces techniques pesant sur les données sensibles.
Donc, les cyberattaques. Alors, en Afrique, il faut dire que les cyberattaques les plus répandues sont donc les attaques de type malware et ransomware, d'une part. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les définitions ici, hein. Je pense que nous savons tous ce que c'est que les attaques de type malware et ransomware. Mais il faut retenir que ce sont des logiciels malveillants qui ont pour but donc d'exfiltrer des données, donc d'exfiltrer des informations sensibles comme des mots de passe, des données de cartes bancaires, etc., qui ont pour but donc de perturber un peu le fonctionnement donc du système d'information. Alors, nous avons aussi les attaques de type ingénierie sociale, phishing et assimilé. Assimilé parce que l'ingénierie sociale en elle-même, c'est une grande composante donc, de ces attaques, le phishing étant même inclus donc, dans l'ingénierie sociale. Ce sont des attaques que nous rencontrons beaucoup en Afrique. Donc, vous avez aussi les attaques de type phishing, impersonating, smishing, quiproquos, qui sont des attaques répandues dans le milieu de l'ingénierie sociale que nous rencontrons beaucoup en Afrique. Il y a ce qu'on appelle aussi le 419. Malheureusement, je l'ai pas mis ici, mais le 419, c'est une disposition, c'est une loi donc, au Nigeria, ce qu'on appelle l'attaque à la nigériane, voilà, qui consiste à te flatter, à flatter le, le, l'utilisateur comme quoi il serait une star et il aimerait bien rentrer en contact avec lui. Bon, je pense que beaucoup de gens, nous avons déjà rencontré ce genre d'attaque-là, voilà, qui se faire passer pour quelqu'un dont il n'est pas pour avoir des informations sensibles ou même pour vous escroquer de l'argent. Alors, vous avez les attaques de type DOS, DDoS et les intrusions. Alors, ce sont des attaques de type DOS, hein, ce sont des attaques par délit de service dont l'objectif est de saturer le réseau, perturber, rendre le système inexploitable. Je pense que ces attaques-là aussi, il n'y a pas longtemps, pendant la crise politique au Sénégal, il y a pas mal de sites web du Sénégal qui avaient connu donc ce type d'attaques-là. Ça, ce sont des attaques aussi que nous rencontrons beaucoup en Afrique. Et les uns et les autres ont des exemples palpables là-dessus. Alors, vous avez l'espionnage. L'espionnage ou le cyberespionnage industriel et gouvernemental. Alors, ça devient plus sérieux là. Ça, ce sont des attaques assez sérieuses, souvent organisées par des institutions au rang gouvernemental là, qui permettent d'exfiltrer des données, mais qui permettent d'espionner donc des États dans l'intention soit donc d'avoir accès à des informations stratégiques très secrètes, d'avoir accès à des formules secrètes, des licences, etc. Ben, vous voyez une institution comme Coca-Cola aujourd'hui qui a une formule presque inconnue, ils sont les seuls à détenir leur formule, ben, c'est sûr que cette formule est sauvegardée quelque part sur un serveur. Ben, si les Chinois et les Russes arrivaient un jour à avoir accès à cette formule-là, ben, ils vont reproduire leur Coca-Cola. Voilà, ce sont des choses comme ça, ou bien les formules nucléaires, des formules, je sais pas moi, de fabrique d'avions, etc., les licences qui sont sauvegardées secrètement quelque part. Voilà, ça, ce sont des attaques au niveau plus élevé. Vous avez aussi la surveillance malveillante. La surveillance malveillante, c'est essentiellement les écoutes, là, voilà, qui sont organisées aussi souvent par les institutions secrètes des États, les institutions de renseignement. Ils disent que c'est du renseignement, mais après, c'est une malversation parce que vous n'avez pas le droit d'espionner quelqu'un, d'avoir atteinte à la vie privée de quelqu'un. Voilà, Janine le disait tantôt. Voilà, sont des choses comme ça. On se rappelle que Angela Merkel avait été écoutée donc, voilà, par les États-Unis au temps d'Obama et ça avait créé une tollée. Vous avez la fuite des données. La fuite des données, les raisons peuvent être multiples. Ça peut être dû à des erreurs humaines et de configuration inappropriée. Ça arrive lorsque ce n'est pas bien configuré. Voilà, facilement, les données peuvent être exfiltrées. Vous avez aussi l'exfiltration des données de façon manifeste, c'est-à-dire une attaque là, qu'un attaquant a préparé pour exfiltrer vos données. Après, on vous fait du chantage, on dit que vous devez payer telle ou telle somme
sinon ils vont divulguer les informations sur Internet. Ça aussi, on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y avait des données de la BOA qui circulaient là. Ce sont des informations qui ont été officialisées. Alors, vous avez la divulgation express de données à des tiers. La divulgation express de données à des tiers, ce n'est ni une erreur humaine, parce que la personne sait bien ce qu'elle fait. Ce n'est ni une attaque par un cyberattaquant de l'extérieur, mais c'est plutôt un emploi de l'interne qui utilise des outils, pas des outils, c'est juste des périphériques, clés USB, etc., même des CD pour graver, ou même des documents en support papier. Il s'en va avec des informations sensibles de l'entreprise, soit parce qu'il est frustré, soit parce que, en tout cas, il a été licencié de façon abusive, etc. Les raisons sont diverses, mais il va les utiliser à des fins malveillantes. Il peut aller les vendre sur le dark web, il peut aller le donner à des cyber malveillants pour diverses raisons. Alors, comme outils et méthodologies de sécurisation, quelles sont les solutions techniques de prévention et de détection? Le premier point, nous avons les firewalls, les IDS, les IPS et les SIEM. IDS, ce sont les Intrusion Detection System. IPS, c'est Intrusion Prevention System. Les systèmes de détection d'intrusion, systèmes de prévention d'intrusion, et puis les SIEM. Les SIEM, voilà, on ne va pas trop entrer dans les définitions. Ce sont des outils de collecte donc des événements, des journaux dans le réseau, à des fins d'analyse, etc., pour identifier les événements de sécurité et alerter donc ce qu'on appelle les analyses SOC qui vont faire un travail derrière. Alors, vous avez aussi les solutions antivirus, les EDR, les NDR, les XDR et puis les MDR. C'est vraiment une longue liste là. Alors, ce sont des solutions dont l'objectif est de détecter donc les menaces là, les menaces sur le système d'information et de les enrayer. Donc, en fonction de la spécificité de l'outil, il y a des outils qui ont une capacité de réaction automatique. Il y a des outils qui nécessitent donc une intervention humaine. Et puis voilà, il y a des outils aussi qui sont au niveau endpoint, il y a d'autres qui sont au niveau réseau et d'autres qui sont au niveau applicatif. Voilà, il y a d'autres qui font la combinaison donc, de plusieurs fonctionnalités. Genre, par exemple, les XDR font la combinaison de l'EDR, du NDR, etc. Donc, vous avez aussi les NAC, les DLP, les MDM. Les NAC, ce sont les contrôleurs d'accès réseau. Les DLP, ce sont les solutions donc, de Data Loss Protection, pour protection contre la perte des données. Les MDM, ce sont des solutions de management donc, des devices. Device, il faut dire tout ce qui est smartphone, tout ce qui est laptop, management donc de ces outils-là, pour que ces outils-là ne soient pas à la base donc d'exfiltration de données donc dans le réseau. Donc, les data loss protection, de plus en plus, ce sont des solutions même qui sont recommandées dans certaines normes internationales, telles que par exemple PCI DSS, la 4.0. De plus en plus, lorsque vous voulez être certifié à cette norme-là, il faut avoir donc une solution DLP qui fonctionne correctement contre l'exfiltration des données de cartes bancaires. Alors, les méthodologies toujours. En termes de méthodologie, quelles sont les méthodologies que l'on peut mettre en place pour arriver un peu à satisfaire donc tous ces besoins-là? Vous avez ce qu'on appelle l'approche zéro trust. L'approche zéro trust, c'est une approche qui dit que voilà, on fait confiance à personne. On ne fait confiance à personne. Toute personne dans le système d'information ou tout actif dans le système d'information doit faire l'objet du principe de AA. AA, c'est Authentication, Authorization and Accounting. Tout ce qui est... La personne doit faire l'objet, l'identité de la personne doit être validée dans le système d'information avant que la personne ne puisse faire donc quoi que ce soit. Donc, que ce soit une personne physique, un utilisateur, que ce soit un ordinateur qui est considéré aussi comme un actif, que ce soit un processus dans le système d'information, ils doivent tous faire l'objet donc d'authentification avant de pouvoir poursuivre. Et bien sûr, le principe du moindre privilège est un principe qui est beaucoup exploité dans le zero trust. Après, vous avez le defense in depth, ce qu'on appelle la défense en profondeur. Mais il faut dire que ça aussi, elle est un peu plus légère que l'approche zero trust, mais elle permet également de mettre en place ce qu'on appelle des contrôles
sur toutes les couches de sécurité là, ou bien sur toutes les couches, par exemple, du modèle OSI, des 7 couches que voilà, les gens connaissent, qui est nos fameuses 7 couches là. Après, vous avez ce qu'on appelle la segmentation, le cloisonnement des réseaux, la séparation des environnements. Séparer les réseaux, c'est très, très important. On nous a appris ça dans les écoles, mais c'est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Les environnements aussi, éviter d'utiliser les mêmes environnements tels que les environnements de développement, les environnements de production, les environnements de test, etc. Les mettre dans un même sac, dans un même serveur, où ce sont les mêmes acteurs qui passent d'un environnement à un autre, sont également de très mauvaises pratiques et il faut éviter cela. Bon, vous avez aussi la gestion des identités et des accès, les IAM ou les GIA. Voilà, la gestion des identités des accès, les GIA. En français, c'est GIA, en anglais, c'est IAM, qui est un principe également de plus en plus, qui est une bonne pratique, qui permet donc de gérer toutes les identités, les accès, les mots de passe de façon automatique, qui est une méthodologie de sécurisation donc des infrastructures critiques. En termes de chiffrement de données, là, vous avez donc des algorithmes de chiffrement qui sont assez éprouvés, qui sont reconnus sur la scène internationale. Vous avez des algorithmes tels que l'AES 128-256 qui sont toujours d'actualité, qui sont très bien. Vous avez le RSA et puis le ECC qui sont des chiffrements, donc des certificats valides. Il faut utiliser aussi des certificats valides, je veux dire, délivrés par des autorités certifiées. Vous avez l'utilisation de protocoles sécurisés tels que le SSL-TLS. Voilà, je pense que le SSL 2.0, 3.0 a été connu des vulnérabilités, mais ça a été utilisé pendant longtemps et a été remplacé donc par le SSL-TLS en ces versions 1.2, 1.3 qui sont plus sécurisées. En matière de communication, il faut penser aussi à mettre tout le temps des VPN lorsque cela est possible, en utilisant des protocoles tels que IPsec qui sont reconnus jusqu'à présent comme étant des protocoles sûrs. Pour le transfert des messages, vous avez donc le SMIM. Voilà, l'intercommunication entre les serveurs de messagerie, en passant donc par du STAR-TLS, tout ce qui est toute la gamme des protocoles de messagerie, tels que le SMTP, le IMAP, le POP, il faut toujours les faire passer par du STAR-TLS pour sécuriser donc ces communications. La gestion des clés sécurisées, qui est un volet aussi très important en matière donc de chiffrement, il faut avoir une très bonne gestion des clés, une procédure de gestion des clés, éviter de gérer les clés de façon manuelle, utiliser des safes, des vaults, utiliser des coffres forts automatisés. Voilà, il y a des solutions GIA qui permettent de gérer ça de façon automatique là. Je n'ai pas fait de la publicité de solutions ici, mais voilà, vous savez. Alors, le point sur le mécanisme de chiffrement, toujours, l'authentification, toujours penser au multifacteur, c'est très important. Voilà, vous avez des mots de passe complexes aussi qu'il faut utiliser, des tokens physiques, voilà, il y a certaines structures même qui donnent des tokens physiques, etc. Pensez aussi à la biométrie ou au certificat numérique, voilà, reconnaissance faciale, empreinte digitale, etc. Pensez aussi à renouveler la complexité des mots de passe politiques, des procédures donc de mise à jour un peu de tous ces données sensibles-là. Il faut penser à cela, définir des exigences donc de complexité stricte et amener tout le personnel à respecter vraiment ces comportements-là à travers donc des contrôles administratifs dont on va parler à la fin de ce slide. Alors, sur le plan de la solution et bonne pratique pour renforcer les protections de données sensibles en Afrique, le point A, il faut adopter des technologies dans leur contexte. Alors, l'adoption des solutions cloud sécurisées est un volet qui va permettre à l'Afrique vraiment de renforcer sa sécurité. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, le cloud est un environnement où la sécurité est de taille. Tout le monde utilise le cloud et on ne s'en va pas dans le cloud lorsque on n'est pas sûr d'avoir de la sécurité là-bas. Il faut dire que le cloud est un environnement où les providers de cloud mettent des solutions de sécurité à la disposition de leurs clients. Donc, il y a de la sécurité dans le cloud. La sécurité que vous ne pouvez pas peut-être pas acheter là,
vous ne pouvez pas commander là, vous pouvez le trouver facilement, vous pouvez la retrouver facilement dans le cloud. Alors, le déploiement des solutions DLP et CIEM dont on a parlé un peu tantôt, voilà, est une bonne pratique aussi qui va permettre de renforcer donc les données sensibles. L'utilisation donc des GIA, IAM dont on a parlé tantôt aussi est une bonne pratique qu'il va falloir conserver. Alors, toujours en matière de bonnes pratiques et de cadre organisationnel, il y a la sensibilisation et la formation revient. Il faut sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Il faut former, il faut former, il faut former. On forme, on sensibilise, mais le message passe difficilement. Néanmoins, il faut garder le cap. C'est le seul moyen qu'on a pour vraiment raviver la conscience. On dit que les gens apprennent à la douleur, mais je pense qu'il ne faut pas attendre que la douleur vienne avant d'apprendre. La mise en place de politiques de sécurité robustes aussi est un moyen qui permet donc d'établir des standards clairs et procéder à des audits réguliers également. Alors, vous avez la coopération régionale et partenariat. Janine parlait tantôt, la question qu'a posée donc Sidi, pour dire souvent il y a des attaques qui ne sont pas déclarées. Donc, je pense que dans un cas de coopération régionale et partenariale, les grandes entités ou bien les experts de cybersécurité devraient partager un peu les expériences, partager un peu la technologie, OK, et partager aussi les vulnérabilités. Ça permet donc de bâtir donc une base de connaissances et ne pas retomber sur les mêmes erreurs et s'entraider mutuellement. Donc voilà une disposition, une bonne pratique, un cadre organisationnel qui va permettre à l'Afrique d'être vraiment souverain en matière donc de confiance numérique. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais voilà, c'était important de faire cette présentation. Merci. Merci Serge. Donc voilà pour ton intervention et que nous trouvons donc voilà, très 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 voilà, intéressante. Et tu as pu donc voilà lors de ton intervention donc développer donc les aspects techniques et que les structures, les organisations devraient mettre donc voilà en œuvre pour garantir donc voilà pour sécuriser nos infrastructures et au-delà de nos infrastructures donc voilà les informations donc voilà contenues qui sont stockées au niveau de ces infrastructures. Donc vous avez pu proposer donc recommander en fait des outils, en fait des solutions et aussi quelques bonnes pratiques, tout en aussi ne pas oubliant en fait l'aspect sensibilisation qui est un aspect, un point donc très, non seulement essentiel, mais aussi très, très, très intéressant dans la cybersécurité, surtout dans la confiance donc, numérique. Donc, aussi, vous avez pu en fait aborder donc des solutions technologiques et les bonnes pratiques, et aussi, quelque part, vous aviez dit quelque chose je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, le cloud, c'est bon. On est obligé, donc, voilà, d'utiliser. Donc, malheureusement, on est obligé, donc, d'aller vers le cloud. C'est forcé. Mais serait-il mieux qu'on puisse avoir en interne, en Afrique, dans nos pays, sur le continent, des infrastructures que nous maîtrisons, dont nous maîtrisons la technologie, que nous maîtrisons et que nos données ne puissent pas être éparpillées, donc, partout, sans pour autant que l'on sache qui les gère, comment sont gérés, où sont gérés, sans pour autant que nos autorités même ne puissent avoir même la mémise ou bien donc leur mot à dire donc sur comment ces manipulations sont faites et où. Donc voilà, serait bien, pourquoi pas, donc de réfléchir sur des infrastructures en Afrique, des solutions aussi en local, au lieu de tout le temps aller vers le cloud, même si forcément là, on est obligé d'y aller parce que c'est comme ça. Voilà. Euh, Allez-y, vous laisse parler. je fais un petit commentaire là, rapide. Alors, sur la question du cloud, la question du cloud, c'est une question qui dérange beaucoup. Qui dérange beaucoup. J'étais dans une institution bancaire avant d'être là où je suis actuellement. Il faut dire que le cloud a toujours été une question réticente. On n'y va pas, on fait comment avec les données? Après, vous avez toute la réglementation qui dit de ne pas mettre les données, etc., dans des environnements
en dehors de l'espace CEDEAO, ou bien s'il faut le faire, il faut avoir des copies en interne. Oui, qui est vraiment une question de souveraineté numérique. Mais comme je le dis, on n'y va pas dans le cloud comme ça, là, OK? Il faut faire d'abord une classification des données, des applications, classifier quelles sont les données qui ont un intérêt critique, quelles sont les données qui ont un intérêt de confidentialité, quelles sont les données qui ont un intérêt top secret. Voilà, même, parce que même ces pays développés ou autres là, ce n'est pas toutes les données là qu'ils mettent dans le cloud. Donc déjà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, après, et souvent, on est un peu à la limite de la technique et de la technologie, qui fait qu'on est souvent obligé d'y aller pour des raisons X ou Y. Lorsque vous prenez, faites une transposition dans le domaine militaire, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique même en général, imaginez-vous une armée qui veut des armes. Mais quel pays en Afrique fabrique des armes? Forcément, vous allez commander des armes avec un pays, que ce soit la Russie, les États-Unis, la France, vous serez obligé de commander des armes de l'extérieur. Vous n'avez pas le choix parce que personne n'en fabrique. Et même quand on en fabrique, quelle est la qualité? On ne remet pas en cause, hein, on remet pas en cause l'expertise de nos ingénieurs en Afrique, mais jusqu'à présent, écoutez, une arme là, ça ne se fabrique pas comme des arachides, c'est quelque chose d'autre. C'est de la qualité on recherche, c'est de la précision on recherche, c'est des niveaux de performance qu'on recherche. Donc, c'est un peu des exemples comme ça qui envoient certaines structures souvent à aller sur le cloud parce qu'on veut peut-être, si on avait des clouds en Afrique, ça allait être la solution et c'est ce que nous encourageons d'ailleurs. Qu'il y ait des clouds communautaires en Afrique. Ça va nous éviter peut-être d'aller mettre nos données de l'extérieur. Mais pour le moment vu certaines urgences, on peut mettre certaines applications. Et comme je le dis encore, ça aussi, c'est après une analyse de risque et une classification de données. Merci. Merci Serge. Voilà pour votre belle intervention. Et encore merci. Et voilà. Là, nous allons passer la main à Toufik. Donc voilà, nous l'avons fait patienter donc depuis et il fait c'est le petit matin donc au Canada et encore voilà toutes nos excuses. Ah, Serge aussi il est au Canada. Voilà, j'avais oublié. Donc voilà, nous il fait 16h 17h au Sénégal avec le soleil en Afrique, mais chez vous donc c'est le froid et ensuite c'est le petit matin. Donc voilà, vous nous excusez pour le dérangement, mais c'était pour la bonne cause. Donc le cercle en a besoin, nous en avons besoin donc en Afrique, il nous faut organiser des cadres pareils afin que nos experts puissent donc voilà s'exprimer et voilà dire leur parce qu'ils ont leur point de vue, ils ont leurs mots à dire donc voilà sur l'évolution, sur le développement du continent, surtout dans le domaine numérique. Et aujourd'hui, à l'heure où dans nos pays, aujourd'hui au Sénégal, on parle de New Deal technologique. Donc forcément, donc voilà, ce panel, ce webinaire donc est venu à son heure. Donc Toufik, lui, va aborder les stratégies de maîtrise, de transfert et de compétences en cybersécurité. Et quelques questions, donc, par exemple, comment éviter une dépendance technologique excessive dans le cadre des partenariats internationaux et aussi quels sont les modèles de formation et de transfert de compétences qui ont fait leurs preuves pour renforcer donc, les capacités locales. Et aussi, donc, voilà, côté solution, donc, voilà, quelles initiatives et recommandations pour favoriser l'indépendance numérique de l'Afrique. Donc, Toufik, donc, je vous passe la main et merci. Merci Sidi, je te remercie pour cette initiative déjà. C'est très intéressant et de voir que il y a un centre africain de la cybersécurité qui permet justement le partage d'informations, le partage de connaissances, de rassembler des experts, des passionnés, inspirer différents intervenants et puis surtout inspirer des institutions gouvernementales parce que c'est certain que ce genre de débat enrichissant doit nécessairement inclure une partie qui serait gouvernementale pour voir ce que les spécialistes ont à dire en la matière et d'aller dans ce sens pour aller implémenter des lois, mais aussi des mécanismes
pour protéger la donnée sensible et confidentielle de tous les Africains. Je vais me présenter rapidement. Donc, mon nom est Toufik Ouagnoni. Je suis directeur de compte innovation cybersécurité chez Plunk. Effectivement, je suis basé au Canada, au Québec plus précisément. Donc, il faut savoir que le Canada est anglophone, mis à part le Québec, qui est une province francophone. Euh, donc, le Canada s'est beaucoup doté d'infrastructures pour protéger la confidentialité de ses citoyens. C'est quelque chose qui leur tient énormément à cœur. La raison, c'est que tout simplement, la valeur au niveau de l'identité est inconmensurable. Je donne un exemple. Ici, au Canada, on a un numéro d'identification. Donc, on appelle ça un NAS, un numéro d'assurance sociale. Avec ce numéro, c'est comme un code que chacun détient. Et grâce à ce code, on peut tout faire, en fait. On peut ouvrir des comptes bancaires, on peut faire une location euh, d'achat de voiture, on peut faire une hypothèque pour acheter une maison. Donc, vous imaginez l'importance de ce numéro d'assurance sociale. Puis, le jour 1 où on arrive au Canada, on dit ne jamais partager ce numéro avec qui que ce soit. Mais en même temps, ce numéro va se retrouver quand même dans le net. Pourquoi? Parce qu'on le partage. On le partage pour les institutions financières, on le partage avec le gouvernement pour créer son permis de conduire, etc., etc. Donc, cette information circule quand même, d'où l'importance de la sécuriser, parce que quelqu'un qui vous vole ce numéro d'assurance sociale, c'est un peu comme les joyaux de la couronne. À partir de là, il peut faire plein de choses à votre place et ce serait des agissements frauduleux pour lesquels vous payez plus tard. Donc, dans cette importance de sauvegarder l'information essentielle, sensible, le Québec s'est doté d'un ministère de la cybersécurité et de l'avancée numérique. C'est pour vous dire l'importance. Donc, en fin 2021, le Québec a formé ce ministère qui emploie plus d'un millier de personnes spécialisées en cybersécurité et dans la protection des données. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour le Canada, important pour le Québec. Et je pense que de la même pratique, moi je le vois ça, par exemple en Afrique, on pourrait effectivement se doter d'un ministère. Pourquoi? Parce que je sais qu'étant africain, moi-même d'origine algérienne, je sais comment ça se passe au niveau politique. Il faut impérativement donner, je dirais, une structure de loi. On ne peut pas donner un mandat, par exemple, à Centrafricain pour imposer quoi que ce soit au Sénégal ou ailleurs dans un autre pays. Vous n'avez pas, disons, l'appui politique pour le faire. Donc, il faut que ça vienne de l'État. Il faut créer une institution avec toutes les prérogatives qui sont capables d'imposer des lois, d'imposer un processus pour que les entreprises adhèrent et puis que même les autres institutions étatiques adhèrent. Parce qu'il faut savoir que le ministère n'impose pas juste des lois au secteur privé, mais il l'impose aussi au secteur public, donc aux autres institutions gouvernementales. Il est comme le garant, c'est le gardien de l'information et de l'information sensible des Canadiens. Euh, C'est dit, n'hésite pas à tout moment de m'interrompre. J'ai pris comme habitude dans mes interventions que D'accord, ce soit très, très dynamique, très d'accord. interactif. Donc, à certains moments, si tu as une Voilà. question, j'apprécierais que tu m'arrêtes et Merci qu'on pour tout ce commence que vous dessus. venez de dire. Et là, si je comprends bien, à l'image donc du Canada, voilà, qui a créé le ministère de cybersécurité, ce serait bien que aussi en Afrique, dans nos pays, que l'on puisse avoir
peut-être pas forcément des ministères de cybersécurité, mais qu'on puisse avoir des structures donc équivalentes permettant donc de gérer la cybersécurité et la sécurité de nos infrastructures, que ce soit en fait dans le domaine public, Absolument. et aussi que ce soit dans le domaine privé. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on Tout à nous fait. est en train donc de faire au Sénégal, puisque actuellement nous n'avons pas en fait de structures qui gèrent donc la sécurité des systèmes d'information de nos infrastructures, donc de nos systèmes d'information. Donc voilà, je suis en phase avec vous. Et, Exactement. C'est tout à fait ça. On a aussi le Centre de sécurité de télécommunications canadien, qui est une autre couche qui vient assurer la protection des Canadiens, mais ils ont créé carrément une branche qui se spécialisent pour les compagnies privées. Ça veut dire que eux, malgré qu'ils sont considérés comme une structure dépendante du ministère de la Défense, donc qui est quand même secrète, etc., c'est un peu l'équivalent de NSA aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette unité? Ben, elle a dédié comme une institution qui est sortie un peu du ministère de la Défense pour la rendre plus chaleureuse, plus proche des entreprises où ils sont capables de communiquer, capables de publiciser un petit peu leurs actions, mais surtout d'être proche des entreprises privées pour les aider, les informer, les former. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va, par exemple, à l'extérieur, ben, ils vont faire de la communication. On va dire, OK, quand vous allez, par exemple, dans des pays qui peut-être ne sont pas amis, pourquoi ils ne sont pas amis? Parce que il y a des actions politiques qui sont menées dans ces pays qui sont contraires à ce que le gouvernement sur place le veut. Ils disent que, par exemple, si tu vas en Chine, ben, voici les processus que tu dois faire. Voilà ce que ton laptop doit être chiffré, impérativement. Pourquoi? Parce que il suffit que tu passes la douane, ben, on va simuler qu'il y a une panne au niveau du scanner et puis on va mettre une clé USB, on va aller absorber toutes les informations, etc. Tu vas rentrer dans une institution ou quoi que ce soit, ben, téléphone, la même chose. Le téléphone doit être aussi sécurisé, doit être crypté, il doit avoir telle couche de sécurité. Pourquoi? Même chose. On s'est rendu compte que les gens qui participaient à des événements, par exemple, qui voulaient juste recharger leur téléphone, ben, les téléphones étaient finalement connectés à à des centres pour aller absorber l'information. Donc, c'est très important d'aller vraiment encadrer la sécurité des personnes de manière politique. Pourquoi? Parce que ils sont capables de sortir des lois. La loi 25, exemple, qui a été appliquée ici au Québec depuis 2021. C'est une loi qui est un peu équivalente au GDPR, donc en Europe. C'est une loi de modernisation des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, il y a deux aspects intéressants. C'est que c'est spécifique à la protection des renseignements personnels et en plus, dans le secteur privé. Donc, on parle même pas dans le secteur étatique. Donc, ça vient comme mettre son nez chez Monsieur Tout-le-Monde pour dire, écoute, tu n'as pas le droit d'aller récolter des informations comme tu veux de n'importe qui. Et surtout, si tu les récoltes, ben, tu as une obligation de désigner un responsable. Aujourd'hui, toute entreprise au Québec doit avoir un responsable des renseignements personnels. Ça veut dire que par défaut, si tu n'en as pas désigné un, ben c'est le directeur général qui devient responsable. Demain, il y a une fuite, c'est lui qui va payer, c'est lui qui va être redevable de donner des explications pourquoi il a eu une fuite. Donc, le fait de désigner une personne responsable, on va désigner une personne, on ne va pas désigner une entreprise. Quand on désigne une entreprise, personne n'est responsable. Quand tout le monde est responsable, personne ne l'est. Mais par contre, de désigner une personne, là, elle va dire, oh, demain, si quelque chose se passe, est-ce que j'ai cette latitude pour expliquer pourquoi? Est-ce que j'ai mis en place les processus? Donc, parmi les choses importantes, c'est le registre des incidents. Donc, la loi oblige les entreprises à avoir un registre des incidents, à avoir des mesures minimales en place. Et autrement, ben, il y a des amendes. Évidemment, on ne peut pas juste dire aux gens avec de la bonne volonté, de la bonne foi, voilà, on va participer tous en cœur, et puis on aime les gens, et puis on va compter juste sur le self conscious, donc la conscience personnelle pour aller chercher de l'information
utile. Non, on va mettre des amendes en place. On va mettre un 4% du chiffre d'affaires mondial au cas de fuite jusqu'à 25 millions de dollars. On va mettre des amendes pour forcer les personnes à adopter des lois. Parce que s'il n'y a pas d'amende, au final, personne ne va bouger. On est des êtres humains, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, peu importe, on est tous les mêmes. S'il n'y a pas d'incitatif, on va pas bouger, on va pas avancer. On va dire que la compagnie marche bien, puis rajouter des couches de protection, donc des frais supplémentaires, etc. Donc, c'est important d'avoir une structure et cette structure vient collaborer. Elle n'est pas contre les compagnies privées, elle collabore. Donc, elle va ramener aussi les institutions académiques, donc les universités. On a notamment l'université de Polytechnique, de Concordia, l'université de Montréal, qui participent un peu comme des webinaires ou la dernière fois, le dernier webinaire, à chaque mois, on en a au moins un ou deux, minimalement. Je dirais deux par mois, c'est le minimum, parce qu'il y a plusieurs organismes, un peu comme le Centre africain. C'est des organismes à but non lucratif qui sont là pour aider à la protection des données et de la cybersécurité. Donc, j'étais tout simplement assis à ce webinaire. On était peut-être 70 ou 100 personnes. Ça a été organisé où? À l'Université de Montréal. Donc, les institutions académiques viennent contribuer avec des spécialistes et chercheurs. Le privé vient aussi parce que il est partie prenante et le tout encadré par le gouvernement. Donc, j'avais par hasard à côté de moi un membre du ministère de la cybersécurité qui était assis là, incognito, en train de prendre des notes et prendre très au sérieux ce qui se disait pour aller apporter ça donc aux exécutifs et d'appliquer justement des lois, de moderniser, Si je comprends bien. particulièrement avec la venue de l'intelligence artificielle. D'accord. Ok. Toufik, merci. En fait, si je comprends bien, donc, il serait encore plus intéressant donc d'impliquer des acteurs donc du monde de l'académie, du monde académique, et aussi des étatiques dans ce genre donc voilà de débat, afin qu'eux aussi qu'ils puissent donc voilà apporter leur contribution, leur point de vue donc sur un pareil panel. Voilà. Et aussi, l'importance aussi de sensibiliser les autorités lors de leurs déplacements sur les informations donc, qu'elles auront en leur possession, de faire attention sur la possibilité que ces informations puissent être donc, voilà, pistées et éventuellement, voilà, dans le cadre d'espionnage, donc lors de passage des frontières, d'être donc découverts et bien donc voilà de ne plus garantir donc la confidentialité donc de leurs informations, que ça soit donc voilà en fuite donc récupéré donc à leur insu, voilà, ou copié autrement. Exactement, exactement. Dans le fond, l'information a son pesant d'or parce que ça concerne des personnes. Ben, on vous vole votre, euh, votre identité. Ça devient problématique au niveau de votre réputation par la suite parce que tout est centralisé. Puis vous avez telle personne qui apparemment a fait ça ou a fait ça, peut-être que vous n'êtes même pas au courant. Donc, le fait de centraliser un fichier d'information au sein même du pays, dans un cloud souverain, qui serait vraiment local, ça aussi, c'est quelque chose d'important. De ne pas dépendre de l'extérieur, particulièrement pour les informations relatives au secteur étatique. Ça veut dire que, par exemple, la compagnie de distribution d'électricité, de gaz, des choses comme ça, tout devrait être dans un cloud souverain local. Pourquoi? Parce que il englobe simplement toutes les informations de toutes les personnes du pays. C'est comme huge comme base de données. On ne peut pas se permettre de la mettre dans un cloud et de partager avec le voisin. Puis demain, si ça se passe pas avec le voisin, des lois comme en Chine ou ailleurs, où le gouvernement a le droit, pour des raisons de sécurité publique, de consulter n'importe quelle infrastructure cloud qui se trouve sur son territoire. Donc, si vous
enfin, indirectement, ben, une compagnie va mettre vos informations dans son cloud et puis il y a une succursale en Chine, ben, ils sont capables d'aller extirper cette base de données. Donc, c'est important d'être local euh, et aussi c'est important de faire une bonne gestion des accès. C'est bien. Qui, dans le fond, a droit d'accéder à cette donnée? Qui a droit à accéder au profil de CD, de voir? C'est toute la compagnie? Non, c'est peut-être deux, trois personnes avec des privilèges hauts, et puis ils doivent justifier, et puis ces privilèges doivent changer si la personne change de poste. Parce que si demain elle change de poste, elle n'a plus d'intérêt à accéder à cette base de données, et elle ne devrait plus. Mais c'est ça, de mettre des gestions d'accès, non pas par personne, mais par rôle. Et ce qui viendrait automatiquement restreindre les accès et ne pas suivre telle personne si elle a bougé ou pas, mais pas par personne. Très important, par rôle. Et puis ces informations, particulièrement dans le privé, nous, ce que la loi 25 fait, c'est qu'on a le droit de contacter l'institution et lui dire, efface mes données de ta compagnie. C'est un droit. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Tu appelles une compagnie qui dit efface des informations. Il n'y a pas de cadre juridique, puis tes informations vont rester là pour toute la vie, puis tu n'as aucun pouvoir d'aller récupérer cette information qui t'appartient dans le fond. D'accord. Et Je peux être ouvert aux autres aussi également, pas juste Sylvie, hein, Toufik, Janine, Serge, avec plaisir. Toufik, il y a un petit problème aussi donc, par rapport au cloud. Donc voilà, souvent, euh, en Afrique, il y a d'autres entités qui viennent pour nous construire des data centers. Derrière, eux, ils financent, ils gèrent, ils construisent. C'est en local, mais c'est comme si c'était pas en local, parce que ces entités, ces organisations, que ce soit publiques, privées, étatiques ou bien affiliées à des États, donc souvent, en gérant ces informations, ont accès à une manne de données et qu'elles puissent donc, c'est des données qui pourraient être donc voilà utilisées autrement donc par d'autres acteurs et on ne sait même pas si c'est des données qui sont en local ou bien que ces données sont sorties ou pas. Là aussi, ça pose problème, même si on a les data centers, l'infrastructure chez nous, dans nos pays, mais souvent, c'est d'autres acteurs étatiques qui les gèrent, qui les manipulent. Je ne veux pas donner de nom, mais au Sénégal aussi arrive. Aussi, il y a autre chose, il y a des opérateurs téléphoniques qui sont au Sénégal, mais qui sont en fait des entreprises étrangères, qui construisent des data centers, qui manipulent des données, donc voilà, des citoyens sénégalais, mais camerounais et autres, et on ne sait pas après comment ces données sont utilisées et où aussi ces données donc, sont partagées. Ça aussi, ça pose problème. Maintenant, comment faire pour lutter, pour éviter que tout cela puisse, voilà, euh, Absolument, c'est un problème important, c'est dit, et puis c'est pas juste en Afrique. Avec la mondialisation, je dirais même le Canada a le même problème. Pourquoi? Parce que on est souvent, même des institutions gouvernementales sont hébergées chez Amazon, chez AWS, euh, Google Cloud, GCP ou même Azure. Donc, c'est pas juste un problème africain, c'est que des fois, on a tendance à se dire, oh, c'est un pays ami. C'est un pays ami, donc on peut héberger chez eux le cloud, puis il y a pas il y a pas de pays ami dans la gestion d'informations personnelles, parce que le pays ami peut devenir un pays ennemi demain, et on est dépendant de ce pays qui est devenu ennemi. On le voit aujourd'hui, le Canada, les États-Unis, les relations, après peut-être un siècle et demi de bon voisinage, se détériorent du jour au lendemain. Et là, la question locale, nationale se dit, oh, il faudrait se retourner vers des institutions locales, des data centers locaux qui existent déjà, mais par facilité, on a préféré prendre des géants comme Azure, comme Amazon et Google pour faciliter le partage, etc., dans tout le pays. Mais la même réflexion est de mise aujourd'hui pour dire, OK, il faut qu'on se retourne vers nous-mêmes et qu'on crée plus de data centers locaux et qu'on se départisse de cette, de
de ces entreprises qui sont pas nationales, dans le fond. C'est un peu ça. Puis, nous, moi, je travaille donc chez Prompt. Prompt, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 20 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on finance l'innovation technologique et notamment en cybersécurité. Et moi, chaque année, je traite plus d'une vingtaine d'entreprises juste en cybersécurité. On parle de cinquantaine environ par année pour les aider à trouver des financements en innovation en cybersécurité. Et ces entreprises bénéficient de subventions gouvernementales. Donc, il est impératif que le gouvernement mette la main à la poche pour aider le secteur privé à innover, à être moins dépendant de l'extérieur, mais c'est comme un cercle vertueux. C'est-à-dire que je mets de l'argent dans la cagnotte, des institutions privées locales vont bénéficier de cet argent de subvention pour développer des nouvelles solutions en cybersécurité. Et puis moi, en tant que gouvernement, par la suite, je vais bénéficier de ces entreprises pour sécuriser mes infrastructures et ça crée une boucle vertueuse. Au lieu de aller vers, sans citer de marque, là, c'est toutes les marques de cybersécurité qu'on connaît qui sont étrangères et qui n'arrêtent pas de se développer chaque année, de gagner des milliards. Mais on devrait mettre de l'argent dans nos institutions locales pour les encourager à grandir, à grossir. Toutes les marques qu'on connaît ont démarré de zéro. Les Cisco de ce monde, les Palo Alto, les Proofpoint, toutes ces compagnies ont démarré de quelque part, de zéro, mais ils ont été encouragés. On voit beaucoup d'États aujourd'hui qui investissent des sommes colossales en la cybersécurité et notamment des ministères de la Défense qui impliquent leur propre structure pour la formation et l'innovation en cybersécurité. Les leaders mondiaux en cybersécurité, sans les citer, ont été aidés par le gouvernement. Ça, c'est très important. Merci Toufik pour votre intervention. Ah, c'était très intéressant. Voilà ton intervention aussi. Et merci à Serge, merci à Janine. Et là, nous allons voir donc voilà comment on a quelques questions. N'hésitez pas donc voilà à poser vos questions parce qu'il nous reste aussi un peu de temps pour répondre. Maintenant, s'il y a des questions en fait que nous ne pouvons pas répondre là maintenant, prochainement, donc voilà, nous allons partager cela ailleurs pour essayer de répondre. Donc, c'est une Diop qui pose la question et elle dit, le problème n'est pas avec qui on commerce, mais de quels outils on dispose, notamment réglementaires pour faire respecter les droits nationaux. Il faut des lois, il faut être en mesure de les euh, flécher dans le contrat, il faut avoir des moyens de les faire respecter aussi. Et elle a raison. En fait, les clouds souverains coûtent excessivement cher et nécessitent une réelle maturité sur les sujets que les autorités n'ont pas encore. Aussi, l'Union africaine doit être motrice sur la réglementation à l'image de ce qui se fait en Europe. La stratégie doit être descendante, Union africaine, États membres avec des autorités de contrôle africaines et nationales. Voilà, c'est ça sa question. Si que parmi vous, donc, quelqu'un peut répondre, donc voilà, c'est super. Oui, Sylvie, non, je pense que c'est pas plutôt une question, c'est juste un commentaire qu'il a fait. Bah, donc voilà. Voilà, il a fait un commentaire et je pense que ce qu'il dit est vrai, voilà, c'est légitime. C'est quoi? Il faut qu'à un moment donné, c'est comme ce que Janine a dit, on n'est pas en retard, mais en même temps, on a commencé quand? Voilà. Donc, il ne faut pas vouloir peut-être qu'on aille à une grande vitesse V, surtout ceux-là qui ont eu la chance de côtoyer d'autres pays comme l'Europe, les États-Unis et autres. Dès que tu es aux États-Unis ou bien au Canada et que tu reviens dans nos pays là, tu es choqué au fait. Tu te dis, ben, pourquoi il n'y a pas ça ici? Pourquoi il n'y a pas ça ici? En même temps, voilà, c'est ça. On n'a pas la même histoire. On n'a pas démarré en même temps. Voilà.
Janine l'a dit tantôt. Donc, je pense que c'est ça. Les États sont en train de travailler, OK, pour mettre en place la réglementation qu'il faut. Voilà, en Europe, par exemple, on a le RGPD ou bien le GDPR, une expression anglicisée, mais chez nous, jusqu'à présent, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général, il y a pas, on n'a pas une loi la protection, par exemple, des données à caractère personnel ou bien des données personnelles qui regroupe tous les pays. Chaque pays a sa loi, même s'il y a des similitudes. Il serait mieux qu'on arrive à une organisation centralisée un peu de tous ces documents-là, de toute cette réglementation-là, qui établit les bases de communication et d'échange et même de transfert des données vers d'autres pays, vers d'autres continents. Mais lorsqu'on va arriver à cela, on va atteindre une certaine maturité. C'est le petit commentaire que j'avais à faire sur son commentaire. Voilà, merci pour la contribution aussi. Et il y a une question en fait de Jean-Dieu Sidibé. Et lui, il dit, et parlant de publication ou d'essence d'informations sur les attaques, vulnérabilités et menaces, ne faut-il pas mettre en place plus de SOC en Afrique? Voilà. Je vous laisse donc, voilà. Soit Serge ou Toufik ou Janine, donc qui va répondre. Oui, je peux répondre. Effectivement, le Security Operations Center était quelque chose qui permet justement de faire la surveillance. Il en faut plusieurs à plusieurs niveaux. Euh, Moi, je vois, par exemple, pour le secteur de l'éducation, ils ont un Security Operations Center propre à l'éducation. Donc, dans le secteur de l'énergie, ils ont un Security Operations Center propre à l'énergie. Donc, pas juste des SOC comme ça éparpillés, mais par secteur. C'est-à-dire un SOC qui protège, par exemple, tout le milieu universitaire, où il y a des bonnes pratiques qui sont partagées, où les spécialistes vont mettre à jour tout de suite s'il y a une vulnérabilité zéro day ou quelque chose qui vont être rapidement partagé. Et puis même entre les différents SOC, il y a une autre communication, une autre couche. Mais je voyais l'une des personnes qui a pas la direction du SOC au niveau de l'éducation. À chaque mois, ils ont une réunion, à chaque mois, pour faire un partage officiel de qu'est-ce qui se passe dans le menace, qu'est-ce qui est à venir aussi, pourquoi il faut se préparer. Donc ça, c'est important. D'accord. Merci. Il y a Khadimou aussi qui pose une question et il dit concrètement, est-ce que la souveraineté n'est pas réellement d'avoir des structures type Fortinet, Palo Alto africain? Et si oui, vu que nos États n'ont pas réellement les moyens, quelle stratégie pensez-vous que l'Afrique doit adopter? Voilà. D'ailleurs, Euh, c'est des pour questions. ma part, c'est une bonne question. C'est vrai que, on va dire que, ben, ils ont pris énormément d'avance. C'est difficile aujourd'hui de comme, créer une compagnie qui va faire concurrence à Fortinet ou des compagnies comme ça. Ils ont pris énormément de savoir, énormément d'avance. Mais, il y a un mais. C'est un peu comme l'histoire des télécommunications. Ça, il y a la 4G, la 5G, la 6G, etc. Euh, Si aujourd'hui un pays africain est à 3G, est-ce qu'il est obligé de passer à la 4G ou est-ce qu'il peut directement investir à la 6G? Ben oui, il est capable d'aller directement à la 6G. Donc, il passe d'une position euh, de l'arrière, la dernier de la classe, à soudainement premier de la classe. Pourquoi? Parce qu'il va investir toute l'infrastructure sur la 6G. Il va tout simplement dépasser tout le monde d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'il atterrit dans la nouvelle génération. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient rebrasser les cartes de tout le monde. Et dans cette nouvelle structure, l'Afrique a toute sa place pour, avec beaucoup de développeurs, avec beaucoup de forces jeunes, des gens qui ont moins de 30 ans, c'est une force extraordinaire, qui est capable d'aller chercher justement du développement au niveau, de prendre des raccourcis grâce à l'intelligence artificielle pour venir développer des outils qui vont nécessiter 10 fois, 100 fois moins de ressources, qui vont être automatisés, où tu vas gagner énormément en temps, en ressources, économiser de l'argent. Je donne l'exemple de DeepSeek.
tout le monde l'a vu ou pas sur les journaux actuellement. Ce qui se passe, c'est que, pour donner un contexte, on connaît les ChatGPT, Copilot de ce monde qui sont depuis quelques années très avancés. Puis DeepSeek est arrivé comme nouveau joueur et a fait trembler la bourse en une seule journée, qui a perdu une centaine de milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il a développé un modèle qui va consommer moins de ressources, qui va consommer moins d'énergie, etc. Donc, tout est possible. C'est un monde ouvert aux Africains. Donc, à mon avis, personnel, là, c'est d'encourager le gouvernement à investir en intelligence artificielle et la force de notre jeunesse. Merci pour la réponse. Et voilà, il y a Mohamed Ndiaye qui, là, c'est une contribution. Il dit, par rapport à l'intervention, mais bon, là, c'est pour Zanine, et par rapport à l'intervention de Madame Tanou, dans son intervention, aurait pu approfondir son intervention sur le niveau de maturité des États membres de l'Union africaine et par rapport aux recommandations de la Convention de Malabo. Euh, Seuls 29% des États l'ont ratifié. Donc, je crois qu'il a parfaitement raison de le dire. Et voilà. Tano, ça, c'est juste une contribution, donc ce n'est pas une question. Donc là, bon, si quelqu'un parmi vous a quelque chose à dire donc, voilà, par rapport à ça, sinon, donc voilà, on peut continuer. Il y a des questions, hein, il y a d'autres. Il nous reste peu de temps. Donc, il y a Monsieur Hyacinthe, d'ailleurs, qui est membre donc, du Cercle africain de cybersécurité et que je salue, et qui est un brillant expert donc, dans le domaine de la cybersécurité, dans tout ce qui est conformité et autres. Et là, lui, il dit, et la Convention de Malabo serait une belle base pour une approche régionale. Quel avenir pour cette convention entrer en vigueur en 2023, mais déjà à mettre à jour, car existant depuis 2014? Quelles sont les étapes suivantes? Donc là, je crois que vu que Madame Tano, donc voilà, n'est pas là et elle est un peu empêchée. Et là, c'est une question. Cette question, donc voilà, nous allons répondre à cette question donc très prochainement. Donc voilà, lors de notre débat dans le cadre donc du cercle. Et ensuite, nous allons partager donc cette réponse et à toutes les personnes donc voilà qui pourraient aller visiter notre site web, voilà, qui est le site www.cybercercleafricain.org. Donc voilà, d'ailleurs, on va partager aussi donc voilà le lien lors du partage des documents de présentation de ce webinaire. Voilà. Et Yacinthe aussi, bon, qui remercie donc le cercle. Merci Yacinthe. Et il fait partie. Il y a Pauline qui est le secrétaire général du Cercle africain de cybersécurité. Et là aussi, c'est une contribution. Donc voilà, elle a dit merci à Janine, à Serge et Toufik pour vos contributions très pertinentes sur la protection des données en mettant en avant les aspects à la fois stratégiques, réglementaires, techniques et organisationnels. Merci beaucoup. Et merci aussi, voilà, Sorna, secrétaire général du Cercle africain de cybersécurité, qui est en train de faire donc d'abattre un travail colossal, donc voilà, pour que nous puissions réussir. Donc, ce qui nous motive, ce qui nous lie au sein donc, du Cercle africain de cybersécurité. Donc, qui, je rappelle, n'est pas un cercle sénégalais, mais un cercle africain, donc avec beaucoup d'autres frères africains qui sont sur le continent, en dehors du continent, et qui sont voilà, partout dans le monde. Voilà. Merci encore, Sorna. Donc, il y a Mamoudou Ndiaye aussi qui revient, je crois. Bon, on va essayer de voir avec Alpha Romeo. Lui, il dit l'Afrique doit plutôt développer une capacité souveraine de renseignement sur les menaces cyber en mettant en place une plateforme panafricaine de cybertrust Intelligence CTI. Bon, voilà. Maintenant, si. Ouais, Voilà. Allez, je vous laisse. c'est vrai, hein. Non, je pense que ce qu'il dit est vrai. Ça répond un peu, ça rejoint un peu une question qui disait est-ce que les différents socles ne devraient pas être la base, le socle de la publication des données? Mais je pense que toutes ces deux questions sont fondées. Si on arrive vraiment d'abord, dans un premier temps, au niveau pays, à mettre des entités de gouvernance des socles,
des entités de gouvernance et de régulation des SOC, un peu comme les autorités de régulation des télécoms qui imposent toute la démarche et les orientations aux entités de télécommunications. Déjà, si on a des entités de SOC comme ça, un peu comme des ANC dans tous les pays, OK, qui obligent tous les SOC à partager l'information, à remonter les informations, etc., à faire des déclarations lorsqu'il y a. Et maintenant, au niveau régional, que ces différentes entités de souveraineté et de gouvernance là collaborent, ben, on serait parfait. Ouais, je suis d'accord, Serge. Fédérer la capacité africaine parce que certains pays peut-être que ne sont pas capables d'investir. J'avais vu un commentaire notamment au niveau de la stabilité du courant électrique, etc., qu'il y ait une certaine collaboration entre les pays africains pour créer des initiatives communes et un partage aussi de l'intelligence. Donc, ce serait une voie pour commencer. Je suis d'accord. Bon, Euh, il y a, il y a une autre question de Moussa M. Lui, il dit, est-ce que l'Afrique dispose de capacités financières pour mettre en place des infrastructures solides pouvant supporter son système? Ça revient à la collaboration. Ouais, Et effectivement. si on n'a pas les moyens individuellement, Et ben, tous ensemble, on peut créer quelque Maintenant, chose, on il peut continue, il continue, partager les ressources, et partager il l'intelligence. dit, la priorité ne devrait-elle pas être de partir de l'existant pour ne pas rater le train en marche? Et pareillement, investir des infrastructures sur long terme, step by step, c'est d'ailleurs ce que font les Européens au lendemain du cloud, qui disposent plus de moyens et ressources. Pourtant, voilà. ouais, bon, ce qu'il dit est pertinent, Zili, mais voilà, pour moi, moi, je suis panafricaniste, donc déjà, la question de l'Afrique n'a pas les moyens financiers. Là. Pour moi, c'est un faux langage qu'on nous sert depuis des années pour faire penser qu'on est pauvre et puis nous maintenir dans la servitude. Moi, je pense que l'Afrique a les moyens. Voilà, il y a plusieurs statistiques qui montrent voilà, des échanges à des coûts de milliards de dollars que l'Afrique fait avec l'extérieur. On a les moyens. Maintenant, c'est une question de gouvernance, la question de la bonne gouvernance, la question de dilapidation de nos ressources. Si on arrive déjà à côté politique à gérer cela, on pourrait réorienter les ressources là vers des projets porteurs, vers des projets qui vont vraiment, je vais dire quoi, propulser l'Afrique de l'avant. La question de la malgouvernance, la question des détournements de fonds, etc. Si on arrive vraiment à maîtriser cela à travers la digitalisation, mais on aurait résolu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Donc, pour moi, c'est faisable. L'Afrique peut bien mettre en place des systèmes et puis les gérer. Et j'irai un peu dans le sens de Taoufik aussi. On peut mutualiser nos forces. On peut commencer par cela déjà, mutualiser nos forces. Et puis mettre en place, par exemple, un SOC cyber-africain mettre en place voilà, des choses comme ça qui gérées par plusieurs pays, un peu comme aujourd'hui notre banque centrale voilà, qui est gérée par plusieurs pays. Donc, je pense que c'est faisable, hein, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Et Oui, d'ailleurs, le modèle effectivement. algérien que je trouve vraiment intéressant. J'étais en Algérie il y a un an, c'est tout fait. Et j'ai été invité par le ministre des Télécoms. Et là, le modèle que j'ai vu, en fait, j'ai vu qu'Algérie Télécom, qui est une société donc, algérienne, 100%, et construisait des data centers en Algérie et au-delà. Donc voilà, donc la compétence est là. La technologie est là, donc il suffit juste de vouloir, comme vous l'avez dit, Ouais, et un c'est problème de faisable. gouvernance, c'est pas un problème donc de ressources. Non. Voilà. Donc, et merci encore. Il y a Seynabou qui nous revient, mais bon, avant de, bon, Je rebondis, je prends la question de, ah, je rebondis sur Serge. Je rebondis sur Serge, effectivement, par rapport aux ressources.
Pour l'anecdote, j'avais travaillé pour IBM il y a quelques années, puis l'un des premiers, il y a le IBM Z, bref, ils ont créé l'équivalent de ce qu'on appelait anciennement mainframe, spécifiquement pour Linux, qui s'appelle Linux One. Et ironiquement, l'un des premiers à être vendu au monde a été par un pays africain dont je dirais pas le nom. Et il coûte plusieurs millions de dollars. C'est juste pour donner une idée. Ouais. Donc voilà. Et il y a Seynabou qui dit, tout à fait d'accord avec Toufik, 5G, 6G, IA, l'Afrique doit profiter des développements et des règlements déjà existants. On ne réinvente pas la roue, on bâtit dessus en accélérant et on met la priorité sur les formations des experts et la mise en place d'infrastructures mutualisées. Et elle termine pour remercier. Donc voilà, ce séminaire qu'elle trouve intéressant. Bah, merci Seynabou. Donc voilà, vous avez contribué à faire en sorte que ce séminaire donc, soit intéressant. Et je pense que voilà, nous devons remercier Toufik, Serge et Janine, donc voilà, pour nous avoir consacré leur temps. Et encore merci. Voilà. Il y a Hervé Clarin de SAE Cabo, lui, il dit, nous avons effectivement trouvé la solution pour... Bon, voilà, je vous présente donc Hervé, il est le président d'une société qui propose des solutions permettant donc voilà de gérer ces données en local au lieu de les mettre donc là en cloud. Donc là il dit nous avons effectivement trouvé la solution pour prévenir les flux toxiques, mieux qu'un firewall sur les réseaux et développement avec le Congo-Brazzaville, le stockage de données en local, une cyber-sauvegarde inviolable avec un transfert de compétences pour gérer en interne et donc en totalité souveraineté. Un data center est toujours sur le réseau, donc toujours vulnérable avec ce nouveau produit unique. Le Congo-Brazza sera peut-être le premier en Afrique. Donc voilà, je crois qu'ils sont en train de mettre en place avec l'État du Congo, le gouvernement Congo-Brazzaville, donc une solution leur permettant donc voilà de se libérer un peu de tout ce qui est stockage de leurs informations, de leurs données sur le cloud, afin de les mettre donc en local sur les infrastructures en interne. Donc voilà. Et c'est bon, on a bien entendu. Éventuellement, peut-être que vous aurez l'occasion de présenter vos solutions à l'ensemble donc des membres donc du cercle dans le cadre d'un éventuel partenariat. Donc, voilà. Merci, Clarien. Et il y a Jean de Dieu Sidibé aussi qui revient, qui dit, bah, je crois, il a dit, fédérer les capacités africaines en termes de renseignements sur les cyber menaces et autres. Donc voilà, c'est une contribution. Et bon, deux questions et puis on arrête. Il y a Sentiment Diata qui dit Axel Tech et aussi qui contribue, voilà, qui construit des data centers et tout. Bon, c'est pas clair comme question, hein. Donc voilà. Et je crois que on a répondu à toutes les questions. En tout cas, donc, c'était un plaisir donc de vous avoir tous et pour enrichir ce webinaire. Et là, on va peut-être conclure donc pour terminer. En résumé, donc, Janine a abordé donc le volet juridique des données sensibles. Janine, elle a ouvert donc le webinaire en définissant les concepts clés de données personnelles et de données sensibles, mettant en lumière donc leur importance dans le cadre donc de la cybersécurité et de la protection des informations. Elle a aussi souligné donc le rôle fondamental de la gouvernance des données et insistant sur la nécessité d'une harmonisation des lois à l'échelle africaine pour assurer donc une meilleure protection. Donc voilà, elle a également rappelé que plusieurs pays en Afrique disposent déjà de législation en la matière, mais que leur mise en application reste souvent insuffisante. Et d'où la nécessité de mieux encadrer les clauses de contrat impliquant le traitement des données par des partenaires étrangers et d'instaurer une surveillance rigoureuse
et leur utilisation afin d'éviter toute une exploitation abusive. Donc, il y a Serge aussi qui est venu en fait pour aborder donc les problématiques techniques et stratégiques de protection. Serge a ensuite abordé donc les défis techniques liés à la protection des données sensibles en détaillant les types d'attaques, comment observer donc voilà tout ce qui est intrusion, ransomware, espionnage industriel et autres, et les méthodologies de protection incluant les chiffrements, la segmentation des réseaux et l'authentification donc renforcée, donc la double authentification. Et aussi, il a eu à parler en fait de la classification des données permettant de définir quelles informations peuvent être stockées sur le cloud et quelles doivent rester sur des infrastructures sécurisées. Il a mis en avant un problème majeur, le manque de technologie locale qui oblige les entreprises et les institutions à recourir à des solutions cloud étrangères, posant ainsi des risques en matière de souveraineté numérique et de contrôle voilà, des données. Et en dernier lieu, Toufik, lui, qui a abordé le rôle des acteurs étatiques et la régulation, Toufik a conclu en insistant sur l'implication nécessaire des autorités publiques dans ce type de réflexion, car ce sont telles qui définissent et appliquent les réglementations. Donc, il a parfaitement raison. Moi, je suis en phase avec lui lorsqu'il a abordé voilà, cela. Il a cité l'exemple du Canada où un identifiant unique permet d'accéder à tous les services administratifs, soulignant l'importance de sécuriser les données comme le numéro de sécurité sociale. Il a également évoqué le ministère de la cybersécurité au Québec, qui emploie donc, je crois, plus de, bon, je crois que si mes souvenirs sont exacts, plus de 1000 agents et a plaidé pour la création d'une institution dédiée à la cybersécurité en Afrique, capable d'imposer des directives strictes au secteur public et privé. Et parmi les recommandations, donc, il a évoqué donc, la digitalisation, non, la désignation de responsables de protection des données au sein des organisations et voilà et l'instauration d'amendes donc dissuasives donc pour contraindre au respect des réglementations et aussi il a également parlé donc voilà, du développement d'un cloud souverain permettant d'héberger localement les données critiques et de réduire la dépendance aux solutions étrangères. Et au point final, il a parlé de la sensibilisation des décideurs lors de leur voyage officiel afin qu'ils puissent adopter des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Bon, en conclusion, donc, les trois interventions ont convergé vers un même constat: la nécessité d'un cadre réglementaire renforcé, d'une meilleure maîtrise technologique et d'une implication plus forte des États pour assurer la souveraineté numérique et la protection des données stratégiques. Et l'adoption de solutions locales associées à des mesures contraignantes et des efforts de sensibilisation constituent une priorité pour sécuriser les infrastructures africaines face aux cybermenaces croissantes. Voilà. En tout cas, merci. Et c'est ce que voilà, j'avais à dire pour conclure donc, et voilà, pour terminer donc, ce webinaire. J'espère que le cadre donc, vous a plu. Et n'hésitez pas à faire donc, voilà, des suggestions, donner vos avis afin qu'on puisse améliorer prochainement donc, voilà, le contenu et aussi donc, voilà, le format en fait, de ce webinaire. En tout cas, merci à toutes et à tous. Donc voilà, et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci Sidi pour l'invitation, merci Serge pour l'intervention Merci. et au public d'avoir été là jusqu'au bout. Merci. Merci Toufik. Voilà, Merci Serge. voilà. Merci. Merci. Voilà, et merci à tous les participants. Merci. Merci. Allez, merci.